Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Échec des négociations entre le Premier ministre et des syndicats d'enseignants. Les 25% proposés par le gouvernement ne répondent pas aux attentes des syndicats réunis autour du G6. Plusieurs dizaines d'agriculteurs de Cantaine dans la banlieue sud de Ziguinchor en Rogne. Ils dénoncent leur délogement dans site qu'ils occupent depuis 2 décennies. Les travailleurs de la Caisse de sécurité sociale haussent le ton. Ils réclament le respect des accords signés avec leur direction. Ils ont décrié l'absence d'un directeur des ressources humaines. Otra Africa exige la lumière sur la mort des immigrés sénégalais en Espagne. L'association internationale regrette les nombreuses versions sur les décès de Mamba Ndiaye et Ousseynou Mbaye Ndiaye. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, le corps sans vie de Serigne Fallou Diop retrouvé dans la zone maraîchère de Lindeng à Rufisque-Est. Il était âgé de 2 ans. La police saisie a procédé au constat d'usage avant l'ouverture d'une enquête et les populations de Rufisque sont sorties dans les rues pour manifester leur colère face à cette situation. Je vous l'annonçais dans les titres, rencontre Premier ministre, syndicats d'enseignants, encore un rendez-vous avorté pour arrêter les grèves des enseignants. Les 25% proposés par le gouvernement ne répondent pas aux attentes des syndicats d'enseignants réunis autour du G6. Pour El Hadji Malick Youm, membre du G6, le gouvernement du Sénégal est en train de mener une campagne de désinformation autour des négociations syndicats-gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Aminata Mbaresso et Diafar Abba. Le démenti cinglant que nous voulons apporter à tous ceux qui ont communiqué au nom du gouvernement du Sénégal en disant, qu'il y a une nouvelle proposition qui a été faite à la partie syndicale. 2, en disant que la différence entre ce que les syndicats demandent et ce que le gouvernement donne est une différence de 5 000 francs, car les syndicats demandent 80 000 et que le gouvernement a donné 75 000 francs. Nous voulons dire à tout le monde que ce compte rendu non seulement est infidèle, mais n'est pas du tout exact. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que le gouvernement du Sénégal n'a fait aucune nouvelle proposition, dans la mesure où la proposition qui nous a été faite par le Premier ministre lors de cette rencontre a été déjà faite au nom du gouvernement du Sénégal par le ministre de l'Éducation à notre rencontre du 12 mars. Et nous avons dit clairement que cette proposition ne nous agrée pas. Cette proposition, elle est toute claire. Ce que le gouvernement dit, et ils ont dit que c'est ça leur dernière proposition, c'est qu'aujourd'hui le gouvernement du Sénégal dit qu'ils peuvent faire une augmentation de 15 000 francs unique sur l'indemnité de logement des enseignants et que c'est tout ce qu'ils ont et que cette augmentation ne sera effective qu'en fin presque 2018, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre 2018. Nous avons dit que pour la partie syndicale, depuis 2014, nous avons signé les accords, nous avons accepté d'attendre. Maintenant, la partie syndicale demande 2 choses. Dans un premier temps, conformément à ce qui est écrit dans nos différents préavis, la partie syndicale exige une augmentation substantielle de l'indemnité de logement. Et cette augmentation substantielle pour nous, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement devrait aller dans le sens quand même de nous donner ce que nous avons demandé. Et ce que nous avons demandé, nous le disons clairement. Nous avons dit qu'aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement regarde comment cette indemnité est octroyée, conformément au statut de l'enseignant, et qu'on puisse donc procéder à cet octroi. Mais on ne peut pas accepter en vrac comme ça qu'on nous dise des montants dérisoires sans pour autant quand même tenir compte du statut de l'enseignant. Les travailleurs de la Caisse de sécurité sociale en colère, ils réclament le respect des accords signés avec leur direction. C'était en 2017, très remonté. Ces travailleurs ont décrié l'absence d'un directeur des ressources humaines. Ils étaient en sit-in cet après-midi, compte rendu signé Chortiyan John et Youssou Baro. L'intersyndicale des travailleurs de la Caisse de sécurité sociale devant la porte principale de l'institution le temps d'un après-midi pour se faire entendre. Les travailleurs veulent le respect strict des accords signés depuis 2017. Nous avons décidé quand même d'organiser cette journée de colère pour exprimer la colère et le mécontentement des travailleurs
par rapport à la direction générale de la Caisse de sécurité sociale. Donc nous avons eu à porter des revendications et pour lesquelles nous avons démarré des négociations en 2017. De 2017 à nos jours, il n'y a pas eu d'application de ces négociations. Même si par ailleurs, nous sommes tombés d'accord sur un procès-verbal qui a conclu les négociations. Donc il ne reste que l'application de ce procès-verbal-là. Mais depuis le mois de janvier, qui devait marquer la date d'effet de cette négociation, on n'a pas eu de suite. Sit-in ce lundi, les mêmes travailleurs déroulent un plan d'action. La suivante consistera à organiser un sitting. Donc nous allons organiser un sitting national. Nous allons également organiser une marche de protestation pour marquer toute notre colère par rapport au comportement de la direction générale de la Caisse de sécurité sociale. La première date qui a été retenue, ce sera le lundi 26 pour le sitting et le lundi d'après pour la marche de protestation au niveau national. Très remontés contre la direction qui, selon eux, fait dans le clientélisme politique des marches qui plombent la caisse. Le directeur général, il a un pouvoir discrétionnaire. Nous battons en brèche cette disposition-là. Nous sommes un syndicat, nous avons un droit de regard sur le système de gestion de la caisse. Nous n'accepterons pas cette manière de gérer les gestions présentement et nous la dénonçons. Et vous l'annoncez dans les titres, l'association internationale Otra Africa exige toute la lumière sur la mort des émigrés sénégalais en Espagne. L'organisation regrette les nombreuses versions sur les décès de Mbaye Ndiaye et Ousseynou Mbaye Ndiaye en Espagne. Leur président Souleymane Diallo souhaite une enquête approfondie. Elle a fait face à la presse l'organisation en présence de Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Des courses-poursuites avec les forces de l'ordre occasionnant des bavures fatales aux immigrés sénégalais, l'association internationale Otra Africa ne veut plus jamais ça. Ce que nous déplorons, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, un compatriote est mort. Et c'est vraiment déplorable. Et que cette fois-ci, nous voulons que la lumière totale soit faite et que les informations réelles sur cette affaire soient réellement connues. Concernant la mort de Mbaye Ndiaye et Ousseynou Mbaye, le directeur des Sénégalais de l'extérieur a effectué une visite en Espagne. Souleymane Alioune Diallo pense que l'État du Sénégal peut mieux faire. Que l'ambassadeur du Sénégal à Madrid soit rappelé pour des consultations afin de savoir réellement ce qui s'est passé. C'est la personne la mieux habilitée aujourd'hui devant cette situation de nous dire ce qui s'est passé. Je ne vois pas les prérogatives du directeur général des Sénégalais de l'extérieur en Espagne ou en France, puisqu'il n'est pas accrédité dans ces pays. Aux familles des victimes, Otra Africa s'engage à suivre le dossier. Côté assistance, l'organisation souhaite l'accompagnement du gouvernement sénégalais. Il faut vraiment situer les responsabilités. Et maintenant, s'il y a des responsabilités judiciaires ou des responsabilités, en ce moment-là, l'État accompagne les familles à se porter partie civile dans cette affaire. Mais il faut qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Comment ce garçon est mort? S'il a été pourchassé ou bien c'est une infractus. Actuellement, le maire de Madrid a exigé l'ouverture d'une enquête approfondie sur le dossier. L'association internationale pour l'immigration, quant à elle, garde peu d'espoir. Maïmouna Ndiaye, la députée sénégalaise de l'extérieur, des Sénégalais de l'extérieur, Niba Sen, s'est indignée de la mort des jeunes Sénégalais en Espagne et en Italie ces derniers jours suite à des bavures policières. Selon l'élu, des mesures seront prises par les autorités sénégalaises. Les détails avec notre correspondant à Paris, Ibrahima Kamara. Les femmes sénégalaises vivant en France ont aussi eu une pensée pieuse aux Sénégalais morts ces derniers jours en Espagne et en Italie. Selon la députée des Sénégalais de l'extérieur, le gouvernement prendra des mesures idoines. Présentons nos condoléances aux familles éplorées et je peux vous assurer que le gouvernement prendra toutes les mesures qu'il faut pour parer à d'éventuelles situations. Donc dama ne président Macky Sall diaspora bi dafa nek lo xamné ça lui est cher au cœur. La diaspora compte beaucoup pour le président Macky Sall et nous savons qu'il est en train de consentir beaucoup d'efforts pour les Sénégalais de l'extérieur. Xamna poids bi ñu am sur l'économie du Sénégal. Donc négliger wu lolu. Travailler dur pour le bonheur de leur progéniture est aussi un sacerdoce pour ces femmes sénégalaises.
La plupart des femmes que vous voyez ici travaillent dur pour nourrir leur famille restée au pays. À l'instar des femmes du monde entier, la Journée internationale de la femme a aussi eu un cachet particulier cette année pour les Sénégalaises de France. Retour à Dakar, plus précisément à Mboro, lieu de rencontre de tous les maraîchers de la zone des Niayes en assemblée générale. Ils ont tiré la sonnette d'alarme pour interpeller les autorités à propos des pommes de terre qui pourrissent sur place. Ils disent être victimes d'une concurrence déloyale de la part des producteurs indiens établis au Sénégal. Ces maraîchers demandent à l'État du Sénégal de réglementer le secteur. Les détails dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et c'est la tire. Sur production de pommes de terre, mais vente, la filière pomme de terre connaît des difficultés. Les producteurs maraîchers de la zone des Niayes s'étaient retrouvés à Mboro pour alerter l'opinion et les pouvoirs publics. Ils disent être victimes d'une concurrence déloyale. Les producteurs se sont tués pour produire et répondre à la politique de l'État du Sénégal, en ce qui concerne son PSE, mais aussi le PRACAS. Mais malheureusement, à l'arrivée, nous sommes déçus. Les producteurs de la zone des Niayes ont un problème. Aujourd'hui, c'est la mévente de cette pomme de terre. Et on est en train de vouloir dire qu'aujourd'hui, l'Indien est un producteur comme tous les autres Sénégalais. Nous ne sommes pas d'accord. Les producteurs disent qu'ils sont des petits producteurs, ils ne peuvent pas compétir avec l'agrobusiness, ils ne peuvent pas compétir avec Séné India. Cependant, ce dont nous sommes d'accord, il faut qu'aujourd'hui Séné India arrête d'alimenter le marché et que les producteurs paysans des Niayes mettre leurs produits jusqu'à ce qu'ils finissent. En ce moment, donc, le Séné India peut venir couvrir le marché. Ces maraîchers venus de Notogouïdjaman, Kayar, Mboro, Fasboy et Diogo demandent à l'État de réglementer le secteur horticole. L'État doit aujourd'hui veiller à ce qu'aujourd'hui les prix sur lesquels on s'était entendu, c'est-à-dire il faut vendre la pomme de terre 225 francs bord champ, il faut faire en sorte que ces prix soient respectés. Ils sont plus de 17 500 producteurs qui s'activent dans le maraîchage et font une production en moins de 225 000 tonnes de légumes en général dans la zone des Niayes. Nous allons à Ziguinchor, plusieurs dizaines d'agriculteurs et de planteurs de cantines. C'est dans la banlieue sud de Ziguinchor. Ils ont organisé un sit-in au quartier Nema 2. Ils dénoncent leur délogement dans le site qu'ils occupent depuis plus de 2 décennies et la tentative d'intimidation après leur convocation à la gendarmerie. Ces agriculteurs et planteurs souhaitent l'arbitrage de l'État. Les détails avec Boubacar Diassi et Lamine Moignan. Sit-in des agriculteurs et planteurs de cantines dans la banlieue sud de Ziguinchor. Ces paysans disent défendre ainsi leurs maisons et champs qu'ils occupent depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, vraiment, on est dessus. Pendant des années, nos papas, nos grands-pères sont là, dans les champs, en train de travailler pour au moins aujourd'hui donner un résultat qui commence à venir. Ils ont commencé à abattre nos arbres. On veut nous prendre 50 hectares. Sans rien. On veut nous faire chercher de ce secteur. Il y a des habitants là-bas. Ils disent qu'ils vont tout démolir. Tous nos arbres sont en train d'être abattus aujourd'hui. Si toutefois vous demandez le tracteur, il vous dit que c'est les autorités qui les ont envoyés. Selon eux, à cause de leur résistance, certains ont été convoqués par la gendarmerie. Ils implorent l'intervention du chef de l'État. Maintenant, vraiment, on veut que le président de la République nous aide. Le président de la République va nous aider. On veut aussi être comme tout le monde. On n'a rien entendu, ils n'ont appelé personne. Ils n'ont qu'à nous appeler. On s'assoit, on comprend ce qui se passe. Nous sommes vraiment fatigués. Nous voulons la paix. Si ce n'était pas le cas, cela aurait été réglé autrement. Car celui qui travaille la terre est pacifique. Ce sit-in, en rapport avec des problèmes de terre, intervient moins de 90 jours après le drame de la forêt du Bayot Est, ayant fait 14 morts et étant lié à l'exploitation d'une forêt. Nous parlons politique à présent. Karim Wade défie Macky Sall pour la présidentielle de 2019. Le docteur Chersek, président des cadres libéraux, rassure les partisans de Wade fils et estime que la bataille constitutionnelle s'impose pour valider la candidature de Karim Wade. De l'avis de Zahra Iyane-Thiam, membre de l'APR, la décision de la Cour d'appel de Paris n'influe en rien sur la décision de la CRI. Il minimise cette sortie de Karim Wade. Les détails dans ce sujet signé Al-Hassan Ba et Youssou Baro. Karim Wade libre de tout mouvement. La dernière correspondance de Wade fils confirme les dires du PDS.
Dr Chersek tient à préciser. Le candidat du PDS défie depuis Doha Macky Sall, le président des cadres libéraux, se dit rassuré, une fois de plus. Une certaine presse avait dit que les autorités qataries lui avaient empêché de parler. Cette lettre, cette communication dément tout. Il reviendra au Sénégal, mais selon notre agenda, selon notre timing et selon notre stratégie. C'est vous qui le retenez justement au Qatar? Je ne dis pas que nous le retenons ou nous ne le retenons pas. Je dis qu'il reviendra au Sénégal à un temps opportun. Nous l'attendons de pied ferme puisque nous sommes bien ici au Sénégal. Nous respectons les juridictions que nous avons et nous avons des magistrats qui respectent rigoureusement la loi. Pour la responsable apériste, il faut faire la part des choses. La confirmation de la Cour d'appel de Paris sur la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris sur la confiscation des biens du fils de Maître Wade ne concerne nullement la décision de la CREI. Karim Wade n'est pas le candidat du PDS. On attendra qu'il soit investi. La deuxième précision, c'est qu'il n'était pas en France pour être jugé. Ceux qui ont rendu une décision ne l'ont pas fait sur la base d'un jugement. Le deuxième problème qui va se poser, c'est même le Conseil constitutionnel, où ce sont les juges qui étaient à la CREI, qui sont aujourd'hui au niveau du Conseil constitutionnel, et qui seraient disposés à invalider la candidature du président Karim Wade. Donc c'est cette justice-là qui pose problème. Pour leur répondre, je leur dirais d'aller demander au président Wade si nos magistrats ou les juges du Conseil constitutionnel ne sont pas impartiaux. Une bataille constitutionnelle à mener pour les libéraux, en attendant l'arrivée de leur candidat. Mais de Doha, il se trouve, Karim Wade a réussi à faire planer son ombre sur Dakar. D'une manière générale, je pense qu'il y a quand même un peu de prétention dans la déclaration de Karim Wade, parce que s'il pense que les Sénégalais sont assez amnésiques pour oublier le règne qui a été le sien et celui de son père pendant ces 12 années, je pense qu'il serait quand même il devrait être beaucoup plus prudent que cela. Maintenant, sur le plan strictement judiciaire, la récurrence avec laquelle la justice sénégalaise perd tous ses recours pour se saisir de ses biens à l'extérieur montre quand même que si le dossier n'est pas vide, les avocats de l'État ne sont pas si efficaces que ça. La décision de la Cour d'appel, une énième victoire pour Wade fils. Il estime que des magistrats non soumis aux ordres de Macky Sall ont tranché en sa faveur. Mais c'est clair, d'abord la CREI est un tribunal qui est fait pour condamner, et uniquement pour condamner Karim Wade. Il ne respecte pas les Sénégalais, il ne respecte pas les juridictions sénégalaises, il ne se considère pas comme Sénégalais. Et puis Ahmed Fall Braya refuse la proposition d'Oumar Gueye de débarquer des produits halieutiques à Ndiago. Beaucoup de bateaux, dit-il, ont chaviré. La plage est mouvante et n'est pas adaptée aux pirogues utilisées par les pêcheurs guet-ndariens. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Compte tenu de l'état du terrain à Ndiago, tout le monde sait qu'à Ndiago, à la plage, c'est un sable mouvant. D'abord, tout le monde sait qu'à Ndiago, il y a eu beaucoup de tankers qui se sont chavirés là-bas. Donc pour débarquer là-bas, c'est gaspiller son matériel. Mais je dis qu'à chaque fois qu'il y a une négociation, quand il y a des propositions, que les gens se déplacent sur le site, j'invite le ministre mauritanien, j'invite le ministre de la Pêche et les pêcheurs sénégalais et mauritaniens à se déplacer sur Ndiago. Le jour où ils feront cette étude, ils se rendront compte qu'ils nagent dans l'erreur, qu'il est impossible pour que les pêcheurs puissent atterrir au niveau, accoster au niveau du quai de Ndiago qu'ils envisagent de construire. Si c'est 400 licences offertes, que le tonnage qui a été affecté en Mauritanie, qui était de 25 pirogues par quinzaine ou par mois, qu'on l'augmente jusqu'à 50-60, les pêcheurs sont d'accord pour les accompagner. En même temps, ils vont ravitailler le marché mauritanien. En même temps, ils ravitailleront le marché sénégalais. Et puis, les arabophones du Sénégal veulent plus de considération. Ils se disent victimes de discrimination. Ils ont tenu ce week-end en forum pour se faire entendre et servir le Sénégal sur tous les plans. Là-dessus, je vous propose d'écouter Bamba Ndiaye et Abdourahmane Samat Mbaké, interrogés par Younous Diatta. Nous avons trouvé d'abord que les arabophones sont très divisés. Nous avons aussi trouvé que partout où ils se trouvent, ils sont presque des suivistes. Et ceci n'est pas normal. Nous nous sommes dit qu'il faut mettre fin à cela. C'est au cours des débats
quand je lui parlais des problèmes que rencontrent les arabophones, les problèmes que nous avons ici dans l'islam, qu'il m'a dit que mais vous semblez bien connaître cette question. Je dis oui, en effet, monsieur le président, puisque je suis non seulement arabophone, je suis islamologue aussi, sorti de l'université de Dakar, mais je vis ces problèmes. Alors il m'a dit donc, je vais y ajouter chargé des affaires religieuses. Nous, les arabisants du Sénégal, les islamologues, nous disons non pour toutes sortes de discriminations, d'où qu'elles viennent. Nous sommes des Sénégalais à part entière, mais nous refusons d'être traités par les autres comme des arabisants entièrement à part. Mais on peut être des bons musulmans en gardant nos héritages africains. On peut être des bons Africains et des bons musulmans à la fois. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est comme une infériorité, ou bien un complexe d'infériorité, si on pense qu'on ne peut pas être des bons musulmans sans être des Arabes. Donc nous voulons être comme tous les Sénégalais, avoir l'occasion de servir le Sénégal. Voilà, nous parlons de cette histoire de trafic de drogue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui n'en finit plus de faire parler. Les 2 étudiants arrêtés devront se présenter devant le procureur. Le COUD, de son côté, préfère attendre la décision de la justice avant de se prononcer. Les étudiants dénoncent cette situation. Nos reporters Cheikh Diop et Pape Sangone Mbaye ont fait un tour à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Reportage. L'affaire est devenue gênante et pollue l'atmosphère de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 2 étudiants trafiquants de drogue arrêtés vendredi passé. Les mises en cause logent à la chambre 416 du pavillon A, un bâtiment symbole du campus social avec 500 pièces. Dans le pavillon, donc, il y a vraiment l'insécurité et donc nous déplorons tout cela. Nous déplorons tout cela donc, parce qu'il y a des va-et-vient, pas de contrôle. Donc souvent, il y a des intrus et il y a des étudiants et des personnes qui ne sont même pas des étudiants qui ont accès et qui occupent même les chambres des étudiants. Aller fumer du sabre indien au niveau de l'université chez Anta Diop, là vraiment, cela va ternir l'image de tous les étudiants. En dehors du trafic de drogue, les étudiants déplorent également la circulation des armes. Une violence qui finit par créer une psychose dans ce temple du savoir. À l'université, je ne comprends pas ce qui se passe à l'université parce qu'il y a ce qu'on appelle le regain de la violence entre ce qu'on appelle les forces de l'ordre et les étudiants. Si ce ne sont pas les forces de l'ordre et les étudiants, ce sont les étudiants eux-mêmes qui vont s'entretuer parce que j'ai fait un constat ces derniers temps, ce sont les coupes qui parlent. La promiscuité vient s'ajouter au problème du pavillon A qui semble échapper au contrôle des autorités du COUD. Par rapport à l'hygiène, toujours ça reste quoi. Mais je pense bien que là aussi, c'est à l'endroit du comportement des étudiants, parce que aussi il y a du personnel qui est là pour se charger de la gestion de l'hygiène du pavillon, mais donc il y a un comportement qui reste à désirer aussi. Les étudiants trafiquants de drogue devront incessamment être présentés au procureur de la République. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar préfère attendre la fin de l'enquête pour se prononcer. Cheikh Diop, l'archevêque de Dakar estime qu'il faudrait aller vers l'institution d'une épreuve de savoir-vivre dans l'examen du permis de conduire pour lutter contre les accidents de la route. Monseigneur Benjamin Ndiaye impute plutôt la cause de ces accidents au manque de civisme. L'archevêque de Dakar s'exprimait en marge de la 33e édition des Journées mondiales de la jeunesse catholique à Mbodiène. C'était ce week-end. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Daniel Diouf. Et que dire de la recrudescence des accidents de la circulation qui font tant de victimes parmi nous? Plusieurs de ces accidents sont liés à notre mentalité d'indiscipline, à nos comportements de jaï dolé, comme si nos routes étaient des champs de bataille. Beaucoup de ces accidents sont aussi dus à notre manque de savoir-vivre, à notre manque de courtoisie,
ou de civisme. J'ai reçu ces jours-ci une lettre de la nouvelle prévention routière sénégalaise m'invitant à lancer un appel sur le thème que voici. Quelle solution face aux nombreux accidents de la route? Je me dis peut-être même qu'il faudrait, dans les épreuves d'examen pour le permis de conduire, inclure une épreuve de savoir-vivre. Puis retenez que Daniel Diouf reviendra sur ces IMJ dans son programme catholique du dimanche, Chemin de la foi. Justement, à Saint-Louis, l'idée de Monseigneur est bien partagée par les chauffeurs gérants d'auto-école. Une idée qui, selon les conducteurs et techniciens, pourrait diminuer les pertes en vies humaines sur nos routes. Ousseynou Diop, Abibsek. La proposition de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, d'inclure dans les examens pour l'obtention des permis de conduire des cours de savoir-vivre pour réduire les accidents de la route est bien apprécié dans la ville de Saint-Louis. Les chauffeurs rencontrés donnent leur point de vue et approuvent. Il faut des cours de savoir-vivre parce que bon, on peut conduire sans pour autant savoir ce qu'on peut faire avec les gens. C'est très normal. Ouais. Parce que aussi, il y a les jeunes qui conduisent, mais pour mandal, alors le code de la route, ça doit se respecter. Pour beaucoup, les accidents de la route sont nombreux depuis quelques moments, avec des pertes en vies humaines déplorables. L'idée de faire des examens parallèles pour inclure des cours de savoir-vivre est donc un moyen de faire apprendre aux chauffeurs les bonnes manières. L'idée est bonne. Il faut que les chauffeurs comprennent qu'il est bon d'avoir un savoir-vivre pour conduire une voiture. Le savoir-vivre est très important pour un être humain. J'approuve les propos de l'archevêque de Dakar. Je tiens aussi à préciser qu'il a tenu des propos très courageux pour réduire les accidents. Il faut des mesures pour stopper l'hémorragie. Les chauffeurs doivent être formés et le savoir-vivre constitue la base fondamentale pour mieux conduire. Pour la gérante de l'auto-école Khadi de Saint-Louis, la formation des chauffeurs pour le respect du code de la route doit être l'une des priorités. Il y a un manque de savoir-vivre sur la route. Beaucoup de chauffeurs n'ont pas compris le code de la route. S'ils étaient bien éduqués, surtout pour le savoir-vivre, je pense que les accidents seront réduits. La proposition de Monseigneur Benjamin Ndiaye continue d'alimenter les débats. Les chauffeurs et techniciens approuvent et demandent qu'elle soit maintenue pour réduire les accidents sur la route. Puis avant de refermer cette édition, Pape Diouf, leader de la génération consciente, sort un nouvel album, Enjoy. Après 4 ans d'absence, la séance d'écoute a permis à l'artiste de partager avec les mélomanes le fruit de son travail. Aïssatou Pay Modou Diop y était également pour nous. Pape Diouf de la génération consciente, après la sortie de divers albums, Partir, Djaral Ngama, nous revient cette fois-ci avec un album où la maturité de l'artiste se ressent, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai vraiment grandi et ça se sent. J'ai travaillé avec différentes nationalités et là je compte sortir un disque international. Il y a un disque, disque donc disque international. Il y a aussi un projet d'album c'est typiquement. J'ai un projet d'album typiquement traditionnel. Je vous réserve beaucoup de surprises. Aussi Swadou et Pape Birahim partagent le même label que le leader de la génération consciente. Ensemble, ils ne peuvent qu'apprécier le travail du chanteur. La séance d'écoute a été magnifique, vraiment fascinée. On a eu à décortiquer tous les détails possibles. Donc la musique a été parfaite. La voix s'est tellement bien accordée à ça. On a vu un énorme travail. Quand Pape chante, on ne peut qu'apprécier. On ne peut que lui rendre hommage. Des tournées sont prévues. Le Grand Béguet, entre autres. L'album dans les bacs ce mercredi. Mais pour le moment, let's enjoy.
Merci Aïssatou Paye, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout à l'heure, je vous donne rendez-vous dans votre émission sportive du lundi, Sport à la Une. Au revoir.